Et à un moment, j'ai levé les yeux vers le ciel en disant à Dieu, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Si jamais maman venait à mourir, vois les efforts que je fais pour cet homme et aie pitié de nous. 2 heures plus tard, on m'appelait pour me dire qu'elle est morte. Un coup de tonnerre. J'en ai voulu à Dieu. Pourquoi? Bienvenue sur The Realness Podcast, votre safe space où on parle entre trentenaires de tous les sujets qui nous concernent. Aujourd'hui, je reçois mon amie d'enfance, pas que, c'est même ma sœur, et nous allons parler d'un sujet qui nous concerne toutes les deux, la perte des parents. Bienvenue sur le canapé de The Realness Podcast, Nelly. Merci, Miss. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, comment tu te sens aujourd'hui? Je vais bien. Parfois nostalgique, parfois triste. Mais ça va. Ça va. Ok. Je sais que tout au long de l'épisode, il y a pas mal d'émotions qu'on va ressasser. Il est fort probable que tu sois amenée à pleurer comme moi. Je veux vraiment que tu te sentes à l'aise. Tu es à la maison. Donc, n'hésite pas à aller jusqu'au bout de ta pensée. D'accord. Il faudrait que peut-être le public sache qui tu es déjà. Tu veux bien te présenter? Je m'appelle Nelly Dean. J'ai 36 ans, 3 enfants, 3 garçons. Je suis fiancée, je suis comptable de profession. J'habite Douala. C'est ça. C'est comme ça que tu te définis. Ouais. D'accord. On parle aujourd'hui de la perte de ses parents. Toi et moi, on se connaît depuis le collège. Oui. Quand on s'est connus, moi, j'avais déjà perdu mon papa. Et j'ai eu la chance de connaître tes parents, tes 2 parents. Mais aussi, quelque part, j'ai vécu le décès de tes 2 parents. Il y a 1 mois, ton papa est décédé. Ouais. Comment tu te sens par rapport à cela? Comme je disais tout à l'heure, parfois je suis triste, parfois je pleure même. Mais j'essaie de me souvenir des bons moments, je souris. Je parle de lui tout le temps. Il m'arrive très rarement de dire « il était ». J'ai toujours « il est ». Le plus difficile dans l'histoire, c'est de ne plus lui parler. Parce que le voir, il était à Yaoundé, je suis à Douala. C'était par occasion qu'on se voyait. Donc c'est surtout de ne plus pouvoir lui parler qui est le plus difficile. Mais à part ça, bon, on gère. I'm so sorry. On peut couper, s'il vous plaît. Donc, je parlais de papa, parce que lui, vu que j'ai côtoyé son papa et vu le contexte dans lequel nous sommes au Cameroun, le père de ton ami, c'est pas le père de ton ami, c'est ton tonton, c'est ton papa, donc je l'appelais papa, tout comme vous aussi. Donc, oui, là, ça fait 1 mois et quelques jours qu'il est parti et tu parlais du fait que, au-delà de ne pas le voir, c'est le fait de ne pas pouvoir lui parler qui te manque le plus. Quel rapport, avant son décès, vous aviez déjà? Nos rapports ont toujours été pacifiques. Hein. C'était mon père, c'était mon ami, c'était mon ennemi, c'était mon complice, mon confident, bref. On s'entendait bien. Il y avait des gens, on se prenait la tête, mais pas pour longtemps. On pouvait s'engueuler et les minutes d'après, on riait. Donc, ça allait bien. Ça va, ça allait. Si je n'ai pas envie de faire une comparaison, mais ta maman, elle est décédée il y a bientôt 10 ans. Il y a 10 ans. Par rapport au recul que tu as face à cette situation, en sachant que tu avais déjà vécu la perte d'un parent, pour toi, quelle est la différence entre les 2 décès? Je pense qu'il y a 10 ans, j'étais moins forte. Et
Vraiment, on ne s'attendait pas à ce qu'elle décède dans ces circonstances-là parce que moi, bon, elle meurt après une opération du cerveau. Moi, je me suis toujours remise de toutes mes opérations. Du coup, je me disais, bon, ça va passer. Et puis, la surprise désagréable, ce n'est pas passé. On a été choqués. Je pense qu'on reste toujours choqués aujourd'hui. Et c'était plus compliqué parce qu'à l'époque, comme je dis, on était moins matures, bien qu'étant déjà tous adultes. Hein. Aujourd'hui, c'est moins pénible. Quand j'ai vu papa à la morgue, avant qu'on ne l'y mette, je me suis dit, bon, il ne souffre plus. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas non plus. Mais il est mieux. Moi, je me dis, il est mieux comme il est. Il est parti dans la paix. Tous ses enfants sont grands. Tout le monde a une situation professionnelle plus ou moins stable. Il a vu ses petits-enfants. Parce qu'à l'époque, maman n'avait vu que Le Chelsea. premier. Mais papa a eu le temps de voir tout le monde. Et bon, je pense que c'est plus tolérable aujourd'hui. On gère mieux aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans. Bon, ce que moi j'ai pu observer de loin, en étant l'une de tes amies, l'une de tes connaissances proches, c'est que notamment au décès de maman, vous aviez quand même papa sur qui vous pouviez vous reposer, qui vous aidait à naviguer dans tout ce qui est venu après et qui a su vous couver un peu de l'attention qui venait peut-être de la famille, aussi bien de maman que de papa. Aujourd'hui, avec le décès de papa, vous n'avez plus ce repère-là. Comment est-ce que tu vis ça? Sur qui tu te reposes dans ce cas-là? J'ai envie de dire, je me repose sur mes frères et sœurs. Parce que les oncles, les tantes, c'est pas qu'il y a un problème particulier, mais je me repose sur mes frères et sœurs. Mais je me repose davantage sur mon chéri. Parce qu'on vit ensemble, il est mon père, il est ma mère, on est avec nos enfants. Donc, cet amour de parents-là, je le prends chez lui, en fait. Est-ce que tu crois que quelque part, cette nouvelle épreuve resserre vos liens? Oui. Beaucoup. Beaucoup. Et est-ce que le fait qu'aujourd'hui tes parents ne soient plus là change l'approche que tu as par rapport à tes enfants, l'éducation que tu veux leur donner et tout? Non. C'est vrai que parfois, je me dis, comme mon aîné est plutôt têtu, et quand je me sentais à la limite dépassée, avant même de dire à son père qu'il m'ennuie, je voyais mon père. Et comme c'était quelqu'un de dur caractère, d'imposant et tout, d'autoritaire, il grondait souvent Owen. Il le menaçait même. Elle allait jusqu'à lui dire, je vais t'amener à la police pour qu'on te fouette et tout et tout. Bon, ça savait que c'était des paroles en l'air, il l'aurait jamais fait. Et c'était une façon pour lui de recadrer Owen qui, pendant un bon bout, me laissait un peu de répit. Donc, j'ai l'impression que ce sera un peu plus corsé parce qu'il n'est plus là pour, entre guillemets, le menacer. Mais nous, on va redoubler d'ardeur aussi de notre côté dans la mesure où, puisqu'il n'est plus là, il ne va pas revenir. On est obligé de jouer son rôle, quoi, quelque part. Mais changer dans la façon d'éduquer, non. Juste être un peu plus strict. Ah, moi, je pensais même beaucoup plus dans le sens de, est-ce que quelque part, ça fait en sorte que tu te dises que, OK, il faut que tu passes le maximum de temps, par exemple, avec tes enfants, ce genre de choses? Oui, je me le dis, mais j'ai pas trop le choix parce que mon travail me fait sortir à 7 heures. Je suis pas à la maison avant 19 voire 20 heures. Du coup, même si je veux, je ne peux pas. Et bien que ça me fasse mal, je me dis, c'est peut-être mieux comme ça. J'ai le temps, pendant que je suis encore valide et vivante, de maximiser les revenus pour que mes enfants, s'il arrive que je parte, ne manquent de rien demain. Parce que jusqu'à sa mort, papa était là pour nous, même financièrement parlant. Dès que tu avais un souci, il se battait pour t'aider à te sortir de là. Il n'a jamais cessé de jouer son rôle de père jusqu'au bout. Donc, et ça, peu importe vos âges? Oui, oui, non, peu importe nos âges. Hein. Du premier au dernier, ton souci était le sien. Donc, je me dis, OK, mes enfants étant encore tout petits et moi ayant encore la force de travailler aujourd'hui, il faut que je travaille dur pour pouvoir leur laisser quelque chose au cas où
quelque chose m'arriverait beaucoup plus tôt que ça n'est arrivé à mes parents. Quand on était au cimetière il y a quelques semaines pour l'enterrement de ton papa, il y a une scène qui m'a particulièrement touchée. Déjà, tu sais, je n'étais pas OK avec le fait que tu ramènes ton fils aîné au cimetière, par exemple, mais tu m'as dit que c'était quelque chose qui était important pour toi, qu'il fallait que ton fils aîné puisse dire au revoir à son grand-père. Alors qu'on faisait descendre le cercueil de ton papa, ton fils, à un moment, je ne sais pas si c'était consciemment ou pas, il s'est retrouvé sur la tombe de ta maman. Et il regardait de loin. J'ai trouvé cette image assez forte et ça m'a fait fondre en larmes, alors que depuis le début de l'histoire, je suis restée assez forte. Je me disais, non, il faut que je sois forte pour toi, que je puisse t'accompagner et tout. Et par la suite, tu l'as rejoint et tu es venue lui dire naturellement, « Ah, est-ce que tu sais que c'est ta grand-mère qui est ici? Voici ta grand-mère. Voilà ton arrière-grand-mère à l'arrière et tout. » Et je me demandais juste, à ce moment-là, qu'est-ce qui te passe par la tête, en fait? Dans quel état d'esprit tu te trouves quand tu... C'est comme... Je ne sais pas comment t'expliquer. Moi, à l'instant T, j'ai l'impression que c'est... Tu as le futur à tes mains, ton enfant. Tu es là et vous êtes en train de dire au revoir au passé. Bon, la vérité, c'est que j'avais toujours promis à Owen de l'emmener sur la tombe de maman parce qu'il n'a pas eu la chance de la connaître. Non, il est né 1 an après le décès de maman, donc. Plus il grandissait, plus on parlait de maman, plus il était perdu. Même comme il voyait les photos, maman, ta mère est où? Elle est au cimetière d'Eido. Et chaque fois qu'on est passé par là, je lui ai toujours dit, tu vois l'arbre là, le cocotier là, exactement, oui, grand-mère est juste en dessous. Maman va voir grand-mère quand? Non, un jour, quand tu seras un peu plus grand. À quel âge? Quand tu auras 10 ans. Malheureusement, quand grand-père vient mourir, il n'a pas 10 ans. Il aura 9 ans. Bon, je me suis dit, s'il va dire au revoir à grand-père, grand-père n'étant pas loin de grand-mère, c'est l'occasion pour lui de... Quand tu le trouves sur la tombe de grand-mère, c'est le plus des hasards. Et quand je réalise où il est, je lui dis, ah, ça tombe bien, je t'ai toujours promis de te présenter grand-mère. Voici grand-mère. Il dit, où? Je dis, où tu es? Je ne sais pas ce qui l'a conduit là, mais c'est exactement où il est venu se placer. Et je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une bouteille de top pamplemousse. Et tout de suite, tu as dit, et je me rappelle aussi que ta maman, justement, elle aimait beaucoup le top pamplemousse. Oui, et tout de suite, tu avais comme des étoiles dans les yeux parce que tu disais, ah, au fait, voilà ta grand-mère. Et c'est comme si tu savais, elle aimait beaucoup le top pamplemousse. Donc, en tout cas, moi, c'est une scène qui m'a énormément marquée. Et je pense que je la garderai à vie parce que pour moi, c'était une très forte symbolique. Et je ne sais pas si depuis, justement, cet épisode-là, Owen a eu à te parler, par exemple, de ses grands-parents. Bon, presque tous les jours, il me dit, maman, assis pour ton père, assis pour ta mère. Je pense qu'il est conscient. À 9 ans, on n'est plus un petit enfant. Je pense qu'il réalise que, bon, je ne vais plus jamais voir grand-père. Parce que le trou même dans lequel on l'a mis, avec tout ce qu'on a versé sur lui, on monte, on descend, je ne peux plus le voir. Donc, lui, réalisant ça, il ne me demande plus. Parce qu'avant la semaine de l'enterrement, il me demandait tous les jours que, ok, maman, comme grand-père est parti au ciel là, moi je me suis dit, parti au ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, non, grand-père n'est pas parti au ciel, grand-père est décédé. Ça veut dire qu'il ne reviendra pas. C'est comme quand tu regardes souvent dans les films, là, quelqu'un meurt. Quand tu es mort, tu es mort. Donc, on va devoir vivre sans ça. Depuis que je t'ai dit que
que grand-mère est morte. Est-ce que tu l'as vu un jour? Il me dit non. Je dis, ça veut dire que tu ne reverras plus jamais grand-père. Tu vas grandir, tu vas vieillir, grand-père ne reviendra pas. J'ai préféré lui dire ça de cette façon pour que... Bon, peut-être 2 jours avant le deuil proprement dit, on regardait les vidéos de grand-père avec son père et puis il éclatait en sanglots. Je lui dis, maman, mais pourquoi tu pleures? Dans ma tête, c'était pas pour ça. Il me dit, maman, pourquoi grand-père est mort? Il a pleuré peut-être pendant 1 heure, à chaudes larmes. À cette question, on répond, comment on répond quoi? Il lui a dit, ouais, mon chéri, c'était la volonté de Dieu. Grand-père est parti se reposer, tu sais qu'il était malade, maintenant ça va, il ne souffre plus. Il m'a dit, d'accord. Bon, son père lui a dit, tu sais, les hommes se cachent pour pleurer. Même si ça fait mal, on ne t'interdit pas de pleurer, mais tu peux pas pleurer devant Farid, devant Jalil. Tu dois être un modèle, même si tu as mal, va dans ta chambre, tu pleures et tout. Il a pleuré ce jour. Jusqu'à présent, il n'a plus jamais pleuré. Même quand il arrive qu'on parle de grand-père, il ne pleure pas. Il ne pleure plus. Même s'il manifeste de la douleur, de la tristesse, mais il ne pleure plus. Et moi aussi, quelque part, je ne me permets plus de pleurer devant eux pour ne pas qu'ils soient affectés. Quand je me retrouve à mon bureau, par exemple, oui, je suis seule, je peux me laisser aller. Je pleure, mais quand je rentre, je serre le cœur pour ne pas pleurer. Donc... j'ai du mal à rentrer dans les détails, mais je pense que c'est l'une des meilleures façons entre nous de voir comment quel est le rapport que chacun a au décès, notamment, et à la perte des êtres chers. Ouais. Si on essaye de revenir, par exemple, 10 ans en arrière, on a vécu la maladie de maman, le fait que du jour au lendemain, les médecins disent qu'il faille qu'on l'opère du cerveau. Et justement, au lendemain de l'opération, il y a une lueur d'espoir et tout. Et puis, après, on nous apprend qu'elle est décédée. Est-ce que tu as des souvenirs de cette journée-là, par exemple? Moi, j'ai quelques vagues souvenirs. Je me rappelle que tu nous avais appelés à l'époque où on vivait à Omnisport et elle était internée à l'hôpital général. Non, central. Central. Mais on l'a ramenée à l'hôpital général. Donc, est-ce que toi... Je sais que la mémoire fait souvent un beau travail d'effacer les souvenirs douloureux, par exemple. Est-ce que j'ai des souvenirs du jour où maman est décédée? Oui, je me rappelle très bien du jour où elle est décédée. Bon, je n'étais pas là, moi j'étais à Douala. Quelques heures avant le décès de maman, je partais voir sa petite cousine, Tata Lily. Elle m'avait invité à manger chez elle à la Cité des Palmiers. En chemin pour chez Tata Lily, j'ai rencontré un monsieur qui faisait une crise d'épilepsie. Tout le monde fuyait. Apparemment, on dit, des gens disent que c'est contagieux, sauf que je me demande comment est-ce que l'épilepsie est contagieuse. Bon, le monsieur est tombé là, il se mourait tout seul, personne pour l'aider. Moi, je me suis rapprochée et puis j'ai réalisé qu'il essayait de ravaler sa langue. J'ai commencé à crier à l'aide, il était 16 heures. Je dis, mais aidez-moi, aidez-moi. Les gens disaient, non, 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 oh, si sa salive te touche, tu vas aussi faire des crises. Mais arrêtez un peu d'être stupide. Comment est-ce qu'il pourrait me contaminer? Quelqu'un est en train de mourir, aidez-moi. On me disait, non, penche-le. Oh, fais-lui croquer ceci, fais-lui croquer cela. Donc, j'ai fait ça toute seule, avec les gens qui me regardaient comme la télévision. Et à un moment, j'ai levé les yeux vers le ciel en disant à Dieu, s'il te plaît, souviens-toi de moi, si jamais maman venait à mourir. Vois les efforts que je fais pour cet homme et aie pitié de nous. 2 heures plus tard, on m'appelait pour me dire qu'elle est morte. Un coup de tonnerre. J'en ai en voulu à Dieu. Pourquoi? Bon, je n'ai pas pu être là sur le coup pour la mettre à la morgue. Vous y étiez avec mes soeurs, papa et le reste. Le lendemain, j'étais à Yaoundé. Et puis, on a vécu le deuil comme on a vécu. On est venu à Douala et tout. Donc, je me rappelle exactement de comment est-ce que j'ai vécu l'annonce du décès de maman. Pareil pour papa. Pour papa, j'ai envie de dire que c'était un peu plus grave pour moi parce que j'avais prévu de venir le voir à Yaoundé. Ce matin-là, j'ai causé avec bébé Laure. Ta sœur aînée? Oui, ma sœur aînée, qui me gardait à l'hôpital. Et elle me disait qu'ils sont sceptiques. De toute façon, on le voit dans le coma, on n'est pas sûr qu'il va se réveiller. Je lui ai dit, OK, il est quand même un peu conscient. Elle me dit, il respire, mais il n'est pas conscient.
Je lui ai demandé, ok, est-ce que tu penses que je dois venir le voir, même si c'est pour la dernière fois? Elle m'a dit, oui, je crois. Et si tu veux venir le voir, fais-le vite. On se parlait, il était 7 heures, entre 7 heures et 8 heures. Je lui ai dit, ok, je termine mes comptes, je prends la route. Même si c'est pour un aller-retour. J'avais terminé mes comptes à 9 heures. Mon frère m'a annoncé que lui, il était déjà à Yaoundé en van, il était 11 heures. J'attendais un livreur. Ce livreur m'a perdu 3 heures de ma vie. C'est-à-dire, j'arrive. Et le boss m'avait dit, ok, tu peux partir, mais puisqu'on ne sait pas quand est-ce que tu pourras revenir, parce que c'est ce genre de choses, on sait quand on part, on ne sait pas quand on revient, fais un gros stock même pour 2, 3 jours. Comme ça, je ne te dérange pas. J'ai dit, ok, j'ai passé toutes mes commandes. Tout le monde m'a livré à temps, sauf ce livreur en particulier. Il est arrivé vers 11h30. J'ai crié sur lui. Je lui ai dit, oh, je dois partir voir mon père. Tu me perds un temps fou. Il a à Yaoundé, le temps d'arriver. Si tu fais tes choses là, mon père me... il s'est excusé et puis il s'est même proposé de me laisser à Yassa, où je voulais faire l'autostop pour aller plus vite à Yaoundé. Quand on ferme le bureau, Dani, celle qui vient juste avant moi, m'appelle pour me dire... C'est même pas elle qui me dit, ce sont les pleurs. C'est son fils qui me dit, on dit que grand-père est mort. Je partais le voir. Tu n'as pas pu. I'm sorry. Je n'ai pas pu. Même si j'avais pris la route, je ne serais pas arrivée à temps. Et du coup, seulement quelques heures plus tard. Ouais, il venait à moi. Hervé étant parti lui rendre visite, ils sont descendus ensemble à Douala. Et on l'a amené à la cantine. Je l'ai vu. Je l'ai touché, je lui ai parlé. J'ai prié pour lui. Et on l'a gardé dans la morgue. Donc on va dire que c'est un défunt. C'est lui qui est venu me voir, quoi. Il est venu à toi. Ouais. Moi, il y a une scène, une fois de plus, des scènes. Il y a une scène par rapport au décès de mon père qui ne m'a jamais quittée. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'aurais préféré que ton fils, par exemple, ne soit pas là pour les cérémonies. Parce que mon père est décédé il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans. J'avais à peine 6 ans, 7 ans. Mais cette scène, elle est encore gravée dans ma mémoire. C'était le jour de la levée de corps. Quand on demande à la famille de venir reconnaître le défunt. Et mes frères et moi j'étais l'avant-dernière. Mon dernier petit frère, il avait à peine 2 ans et demi, 3 ans. On nous ramène tous dans la salle. Et papa qui est couché là, au centre de la salle, et mon petit frère qui éclate en sanglots parce que ça fait des semaines qu'il demande après papa, il ne le voit pas. Et il voit papa, mais papa est inerte. Et au-delà de la scène de déchirement de mon petit frère qui ne reconnaît même pas son papa, c'est surtout le couloir qui mène à la salle où on reconnaît le défunt. Il était jonché de corps. Il y avait eu un accident avant. Oh là. Il y avait des corps. J'ai pas envie de dire laid, mais Amoché. Amoché. Ouais. Et la deuxième fois que j'ai vécu cette scène, c'était quand mon grand-père est décédé il y a un peu plus de 10 ans aussi. Avant qu'on ne le mette à la morgue, je lui ai fait sa toilette. Je lui ai dit au revoir. Et puis le jour de la levée de corps, même chose, on le ramène et tu as l'impression de ne plus voir la même personne. Quand il y a eu la levée de corps de papa tout récemment, je sais que tu faisais partie des personnes qui se sont occupées de son corps avant qu'on ne l'expose au public. Est-ce que tu dirais qu'entre il y a 10 ans, quand tu le faisais pour maman, et tout récemment, il y a une différence? Non.
Bon, la différence, c'est juste que pour maman, on l'a lavé. On lui a fait son make-up, on l'a habillé avec le morguer. Mais avec papa, on nous a fait le voir avant. Et on n'aurait même pas pu parce que papa, lui, décède étant malade, comme il était diabétique. Son corps était délicat, en fait. Donc, ce sont les professionnels qui devaient s'occuper de lui. Mais on nous a quand même permis de le voir, le toucher si on voulait. Donc, je l'ai vu, je l'ai touché. On a même plaisanté avec les morgués le concernant. Ma sœur aînée lui leur disait, occupez-vous bien de lui, même si ce sera compliqué vu que son corps est fragilisé. Mon père, c'est un bel homme. Très belle. On voudrait retrouver cette beauté-là, même si c'est sur son corps, quoi, pour ne pas dire. Le mot cadavre, là, ça fait... Oui. C'est très sur son lugubre. corps. Donc, elle leur a dit, faites tout ce que vous pourrez pour qu'il soit présentable. Parce que, comme on dit, c'est un bel homme. Ils nous ont dit, OK, on va faire le maximum pour que vous retrouviez votre beau papa. Ils ont dû beaucoup travailler parce que, oui. La maladie l'a amoché. Ouais. Même pas la maladie en elle-même, j'ai envie de dire la morgue. Parce que quand je l'ai vu, il venait de mourir. Il n'était pas comme ça, il était comme quelqu'un qui dort. Mais après la glace, c'est comme le maquereau qui a duré au congélateur, sa peau s'arrachait. C'était délicat en fait. C'était un corps qui ne devait pas mettre long, qu'on devait rapidement enterrer pour éviter les désagréments. Donc, avec papa, on n'a pas eu beaucoup de temps de, si on peut dire, de face à face, hein, parce que rapidement, même on a fermé son cercueil. Malgré tout ce qu'on avait pu faire pour le rendre beau, à un moment, ça a commencé à sentir le formol, il a commencé à gonfler. Donc, sa grande sœur a suggéré qu'on prie pour la dernière fois, on ferme le cercueil. Par contre, avec maman, c'est jusqu'au lendemain, on pouvait la voir, on pouvait faire une blague, on pouvait... Mais avec lui, on a rapidement fermé le cercueil et la séparation s'est vite faite, quoi. Bien avant que vous ne le vouliez. Oui. Comment tu entrevois la vie maintenant en sachant que tes deux parents ne sont plus là avec toi? Je la vis pleinement. Parce que comme on aime à dire, on ne sait ni le jour, ni l'heure, ni le lieu, ni... Donc, chaque fois que j'ai l'occasion de rire, je ris. Quand j'ai l'occasion de me faire du bien, je le fais. Je profite davantage des gens que j'aime. Et bon, la vie continue, il faut bien qu'on avance. C'est un chemin, on va dire quoi, irréversible. Quand on est, on va mourir. Donc, avant que ça n'arrive, on essaye de faire tout ce qui nous fera plaisir. Parce que bon, pour garder de bons souvenirs, pour laisser de bons souvenirs aux personnes qu'on va laisser. Est-ce que tu penses que des événements comme ceux-là font en sorte que tes rapports aux gens changent? Oui, que tes rapports aux gens changent en général. Non. Non. Pour toi, ça ne change pas? Non, ça ne change pas. Ça ne change pas parce que je me dis, je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un meure pour essayer de voir le bon ou le mauvais côté de l'autre. Ou tu vois ou tu vois pas. Donc, pour moi, ça ne change pas mes rapports avec les autres. Est-ce que, aussi quelque part, tu ne crois pas que ça peut faire en sorte qu'il y a des personnes, peut-être qui sont déjà dans ton entourage, sur lesquelles tu te reposes plus que tu ne le faisais avant? Non. Par rapport à mes frères et sœurs, j'ai envie de dire, j'ai toujours été très proche de celle que je suis. Et je suis davantage proche d'elle aujourd'hui. Parce que je pense qu'elle vit plus difficilement la situation vu qu'elle était dans la même maison que papa.
Donc, c'est beaucoup plus difficile pour elle, je vais dire, quoi qu'on dise. C'est beaucoup plus difficile pour elle. Donc, je fais mon maximum pour être là, pour l'écouter, pour la conseiller, la consoler, la faire rire. C'était notre père à tous les deux, à toutes les deux, hein, à nous tous d'ailleurs. Mais comme je dis, la proximité entre eux fait en sorte qu'elle souffre forcément plus que nous autres. Donc, j'oublie un peu ma peine pour la consoler, elle. Et par rapport à mon chéri, on était déjà proches. Ça n'a fait que renforcer les choses, comme je disais. Je ne repose pas davantage sur lui, mais je sais que, quoi qu'il advienne, il sera toujours là pour moi, vu tout ce que je passe comme difficulté derrière moi, tout ce que je vis comme difficulté derrière moi, émotionnellement parlant, bien sûr. Donc, il est d'un grand soutien pour moi. Je n'en fais pas trop, parce que, comme je dis, j'essaie d'être forte. Je sais que c'est la fatalité, on n'y peut rien. On va passer à la dernière partie de l'épisode. C'est un peu moins lourd. Ça s'appelle au pif. Je vais te poser plusieurs questions. Ouais. Et l'idée est que tu y répondes le plus facilement possible, sans que tu ne prennes vraiment le temps de réfléchir. Pas que tu n'aimes pas réfléchir, mais bon. D'accord. Quel est ton plus gros regret? En général, dernièrement, mon plus gros regret, c'est de n'avoir pas pu faire profiter, financièrement parlant, de mes avoirs à mon père. Pourquoi? Parce qu'il vient décéder aussitôt que je commence le travail. Donc, c'est mon plus gros regret. D'accord. La chose dont tu es la plus fière aujourd'hui? Faire la comptabilité. Ah oui, parce que tu te retrouves enfin dans ton corps de métier. Non seulement je me retrouve enfin dans mon corps de métier, mais c'est lui qui m'a toujours poussé à le faire. Il me disait qu'il ne comprend pas comment j'ai étudié la comptabilité et la fiscalité et je suis toujours en train de fuir ça sous prétexte que c'est difficile. C'est pas la magie, si je m'adonne un peu, ça va aller. Je lui disais toujours que, gars, jamais. Jamais, 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 mais c'est ce que je fais actuellement. Et je pense qu'il aurait été fier de moi aussi. J'ai surpassé tes peurs, tes doutes. Mes peurs, mes doutes. Et je suis en train de faire ce qui n'est pas sorcier, quoi. Peut-être, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de ton âge ou plus qui vit la même situation aujourd'hui? Je lui dirais de rendre grâce à Dieu parce qu'il y a plus jeunes que nous qui perdent leurs parents. Il y en a qui n'ont même jamais connu leurs parents parce qu'ils sont décédés quand eux, ils sont nés. Donc, s'ils ont la chance que leurs parents aient vécu jusqu'à présent, ils ont vu peut-être leurs petits-enfants, ils ont pu manger de leur argent, ils doivent être fiers, ils doivent dire merci à Dieu parce que leurs parents ont vécu ça avec eux. Une chose que tu dirais à ton dernier fils, s'il te demandait aujourd'hui c'est quoi la mort? C'est quoi la mort? Bon, je lui dirais la mort, c'est la partie de l'existence où tu cesses de voir, d'entendre, ressentir les personnes que tu avais l'habitude de côtoyer. Est-ce qu'il y a un âge où tu penses qu'il faudrait commencer à parler du décès, de la mort avec ses enfants? Je dirais au pif 7 ans. On dit que c'est l'âge de la raison. Donc je pense qu'à 7 ans, on doit plus dire aux enfants « Papa allait au ciel, maman a voyagé, elle ne reviendra plus. » Non. Il est décédé. Tu lui expliques ce que c'est que le décès et tu l'accompagnes tous les jours pour que ça ne l'affecte pas beaucoup. À ton avis, quelle serait la meilleure façon d'encadrer justement des enfants qui passent par là? Leur donner beaucoup d'amour, du temps, des moments de rire, pour qu'ils oublient un peu, parce qu'ils ne pourront pas oublier complètement. On finit de rire, on se tourne, la personne n'est pas là. Donc, être là au maximum pour essayer de combler ce vide-là.
Qu'est-ce que toi, particulièrement, tu fais aujourd'hui pour aller mieux? Hum, j'essaye bien que difficilement possible de passer beaucoup de temps avec mes enfants. Vraiment, c'est compliqué hein, parce que le travail m'absorbe. Il y a même des jours où je me demande que mais c'est l'argent de quoi que je cherche, je ne profite pas de mes enfants. Donc, aussitôt que je peux fuir le travail, parce que c'est le bon terme, je fuis le travail, je pars les retrouver. On n'a plus l'occasion de sortir ensemble depuis 2 mois, parce que vraiment, je suis absorbée. Donc, je passe le maximum de mon temps avec eux à la maison. Je pense que c'était la dernière question au pif. D'accord. Et avant qu'on ne clôture l'épisode, peut-être, est-ce que tu aurais un dernier mot pour les plus jeunes qui, notamment, peut-être ne comprennent pas la chose comme toi et moi, on le fait aujourd'hui? Encore que j'ai envie de dire les plus jeunes, mais j'ai vu ma mère traverser... et toi aussi, tu l'as vu d'ailleurs, quand elle a perdu sa maman, comment elle était bouleversée et tout, alors qu'elle avait plus de 60 ans. Ça me donne envie de dire souvent qu'il n'y a pas d'âge pour perdre ses parents, en fait. Quel que soit l'âge, on perd des repères. Et du coup, on navigue dans des eaux troubles tout au long de sa vie. Mais si tu devais parler aujourd'hui à nos cadets, de la perte de leurs parents, de l'éventualité qu'ils puissent continuer leur vie sans toutefois avoir leurs parents, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que la séparation est compliquée. Elle est même très compliquée à vivre. Mais c'est chacun de nous qui choisit de faire avec. Parce que quoi qu'on fasse, le défunt ne reviendra pas. On aura beau pleurer, crier, être en colère, ça ne changera pas. Donc, on doit positiver, essayer de faire ce que la personne aurait voulu qu'on fasse, essayer d'être de meilleures personnes dans l'espoir, s'il y a un paradis quelque part, de les y retrouver demain. Et de rester fort malgré tout. Parce que si on a des enfants, quand on perd ses parents, nos enfants ont besoin de nous voir forts. Si on a un chéri ou une chérie, elle a besoin qu'on se remette malgré toutes les émotions, qu'on redevienne cette personne-là qu'elle a connue. On ne peut pas s'apitoyer sur son sort face à la mort, hein, parce que, comme je disais, c'est une fatalité, on n'y peut rien. Donc, toujours essayer de voir le bon côté de la chose malgré la douleur. Parce qu'à toute chose, il y a le bon et le mauvais côté. Aujourd'hui, moi, je suis soulagée parce que papa ne souffre plus. Je suis soulagée parce qu'il nous a tous vu grandir. Il a vu tous ses petits-enfants. Il a pris le soin de nous donner l'amour, l'affection, l'attention, tout ce qu'un parent peut donner à ses enfants. Et ça me fait ne pas regretter son départ. Ceux qu'on aime, Dieu les aime aussi. Hein, il les aime même davantage. Donc, restons forts face à la mort. Je pense que c'est la meilleure façon de clôturer notre épisode. D'ailleurs, comme par hasard, ce matin, je parlais avec ma maman et il s'avère que ça fait 4 ans aujourd'hui que Mimo est décédée. Mimo, c'est ma grand-mère qui adorait littéralement Nelly. Et quand j'ai annoncé à ma maman que tu allais être l'une des invitées, elle me disait « Ah, ça c'est un signe. » Ah, ça. Et sachez que les morts ne sont jamais morts et qu'ils vous accompagnent, ils vous regardent et ils vous guident du mieux qu'ils peuvent. Donc, on continue de souhaiter qu'ils reposent en paix et qu'on puisse voir les signes qu'ils nous envoient au quotidien. Exactement. Merci encore d'être venu. Merci ma chérie, ce fut un plaisir.